Le 7 mai 2007, dans une région de République tchèque, Édouard se prépare comme souvent à vérifier que tout va bien pour son bébé. Il sort son babyphone, le branche à la télé et s'assoit pour observer les images. C'est là qu'il remarque des interférences sur l'écran et se rend compte d'une chose étonnante. Ce n'est pas la chambre de son enfant qu'il regarde. Et cette vision inconnue est glaçante. C'est un garçon, menotté, enfermé, le corps maigre et à peine vêtu. Il a l'air d'être prisonnier, mais surtout, il a l'air d'être torturé. Il ne le sait pas encore, mais Édouard va déclencher l'un des scandales les plus horribles de l'histoire moderne tchèque. Une histoire qui est peut-être à l'origine du célèbre film Esther. Personne ou presque n'a pu passer à côté du film d'horreur américain Esther. Mais pour toi, le dernier au fond de la classe, laisse-moi t'en faire un bref résumé. Esther est un film d'horreur américain, sorti en salle à la fin de l'année 2009. Ce long métrage raconte l'histoire d'un couple qui vient de perdre son enfant et qui souhaite adopter. En se rendant dans un orphelinat près de chez eux, le couple a un véritable coup de cœur pour une fillette de 9 ans, prénommée Esther. Celle-ci semble plus spéciale que les autres, mais une fois arrivée au domicile de sa nouvelle famille, les choses ne vont pas se passer comme prévu, parce qu'il découvre qu'il s'agit en réalité d'une adulte mentalement dérangée qui se fait passer pour une enfant. Ce scénario vous paraît tiré par les cheveux ? Et pourtant le twist final d'Esther, aussi improbable soit-il, a bel et bien été inspiré par une affaire vraiment réelle. Une affaire qui dépasse la fiction, tant elle semble écrite pour déranger, manipuler et brouiller la vérité. L'histoire que vous allez entendre est celle de Barbora Skurlova. Une affaire tchèque si étrange qu'elle a mis en doute jusqu'à l'identité de ses protagonistes et révélé l'un des cas d'abus psychologiques et de manipulation les plus dérangeants des années 2000. Née à Brno en 1973, Barbora grandit dans une famille où l'étrangeté est presque un décor quotidien. Son père, Karel Skurl, est un personnage central dans cette atmosphère déroutante. Diplômé en musique et en théologie, mais également passionné par les idées ésotériques, les sociétés secrètes et les textes religieux les plus opaques. Il est, selon plusieurs sources locales, le fondateur d'un petit mouvement religieux non reconnu, inspiré du christianisme mystique, mêlant vision, apocalypse et rejet du monde moderne. C'est dans cette maison remplie de silence et de règles floues que Barbora est élevée à l'écart. Peu de contacts extérieurs, pas de télévision, peu ou pas de fréquentation d'enfants de son âge. Ses jeux, des lectures imposées, ses loisirs, l'étude de textes religieux, des psaumes et de la musique sacrée. Elle apprend très tôt à se faire petite. Trop petite. À se fondre dans les attentes du père, à adopter des postures soumises, à jouer des rôles. Plus tard, les psychiatres diront que Barbora a développé très jeune un comportement mimétique. Elle imitait les enfants, leurs gestes, leurs voix, leurs réactions, pas pour jouer, mais vraiment pour devenir. C'est dans cette enfance déracinée, sans miroir social ni affectif, que naît ce besoin pathologique d'être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un masque, c'est une mue permanente. Et ce besoin, un jour, la conduira à s'infiltrer dans des familles, à se glisser dans des vies, à mentir, jusqu'à disparaître elle-même. Mais à cette époque, personne ne s'en rend compte. Elle est cette petite fille discrète, timide, un peu étrange. Et à Brno, ce genre de silence passe inaperçu. L'adolescence de Barbora ne ressemble en rien à celle des autres jeunes filles de son âge. Pas de premiers émois, pas de musique pop, même pas de sortie. Elle vit toujours à la lisière du monde, dans cette maison figée, entre icônes religieuses, rites improvisés et l'autorité d'un père devenu gourou de salon. À l'école, elle est invisible, absente même parfois. Et lorsqu'elle y est, elle semble ailleurs. Dans sa bulle ou dans le rôle qu'elle a décidé d'incarner ce jour-là. Car c'est là que commence ce que certains psychiatres décriront plus tard comme une forme complexe de trouble dissociatif de l'identité mimétique. Barbora ne se construit pas une personnalité, elle les emprunte, un peu à la manière d'un caméléon. Elle les emprunte à ses camarades, à ses professeurs, à des enfants plus jeunes. Elle écoute, copie, répète. Dans les archives judiciaires de Brno, on trouvera le témoignage d'un ancien professeur qui dira « Elle me paraissait instable, mais jamais agressive. Un jour, elle se comportait comme une adulte brillante. Le lendemain, elle revenait habillée comme une fillette. Les cheveux tirés, jouant avec des poupées. C'était dérangeant. » Mais à cette époque, personne ne creuse, parce qu'elle est discrète et parce qu'elle ne dérange pas vraiment. En parallèle, Barbora commence à s'intéresser à la médecine, non pas académique, mais expérimentale. Elle lit des ouvrages anciens sur le contrôle du corps, la purification spirituelle, les jeûnes, les lavements. Elle fréquente brièvement une faculté de pédagogie à Brno sans jamais terminer son cursus. Puis elle change d'identité administrative. Une fois, puis deux. C'est là que le basculement commence vraiment.
Lors du procès de 2008, duquel on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, le psychiatre Drahomir Drapal déclare dans une interview « Barbora est une manipulatrice. Mais elle n'est pas seulement une menteuse, elle est une identité fragmentée. Elle croit à ce qu'elle incarne, même dans l'instant, et cela la rend extraordinairement dangereuse. Cette capacité à devenir l'autre, ce besoin vital d'être adopté, aimé, puis de dominer, ce sont les racines psychopathologiques de ce que Barbora deviendra plus tard. Elle s'insère alors dans plusieurs petites communautés chrétiennes alternatives, très présentes en République tchèque dans les années 90. Parmi elles, un groupe catholique radical, amateur de rites archaïques, de confession collective et de pénitence. C'est dans ce genre de milieu que Barbora s'épanouit. Là où l'on protège les âmes brisées, là où l'on valorise l'obéissance, et là où l'on glorifie la souffrance. Et un jour, elle croise le chemin de Klara Moerova, une mère célibataire, instable, dévorée par le besoin de croire. Et ce jour-là, le rôle de Barbora est tout trouvé. Elle ne sera pas son amie, ni son mentor. Elle sera la fille spirituelle, l'ange blessé, la mission divine. Et Klara, elle, sera la proie idéale. Et ce duo-là, croyez-moi, va bientôt devenir le cœur d'une tragédie inimaginable. Klara Moerova est une femme tchèque née en 1975 et diplômée en pédagogie, mère de 2 garçons, Andrej et Jacob. En apparence, elle est discrète, croyante et investie dans leur éducation. Mais depuis plusieurs années, elle est sous l'influence croissante d'un groupe religieux appelé le Mouvement du Graal. Si comme moi vous ne savez pas ce que c'est, voilà quelques informations que j'ai pu trouver le concernant. Fondé officiellement en Allemagne dans les années 40, c'est un courant spirituel ésotérique, centré sur les écrits de l'allemand Oskar Ernst Bernhard, plus connu sous le nom de Abdrouchin, fils de la lumière. Bien qu'on ne puisse officiellement traiter ce mouvement de secte au sens propre du terme, les organismes de vigilance, comme par exemple la Mivi Ludes en France, le classe comme un groupe sectaire, de par sa ressemblance au niveau structurel ou même dans ses pratiques. Le mouvement a une forte tendance à l'isolement de ses adeptes, à l'adhésion totale et sans discussion aux idées profondes et aux croyances du mouvement, ainsi qu'un discours à l'autorité absolue. Chaque membre possède sa place au sein du mouvement et se doit de la respecter. C'est donc dans ce mouvement que se réfugie Klara. Selon plusieurs rapports psychiatriques, Klara souffre d'un état dépressif chronique, avec un besoin compulsif d'être guidée. Encore une fois, certaines informations sont à prendre avec des pincettes, et si je me trompe dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle croit fermement à la venue de guides spirituels réincarnés dans des corps d'enfants, que Dieu aurait envoyés pour préparer une purification de la terre. Dans ce contexte mystique, Klara cherche une élue, une enfant divine, et c'est là que Barbora entre dans sa vie. Quand Klara rencontre Barbora, alors déguisée en petite fille appelée Annika, elle est immédiatement bouleversée. L'enfant paraît brisée, souffrante, à peine capable de parler. Barbora utilise une voix aiguë, regarde vers le sol et tremble dès qu'on l'approche. Elle a répété ce rôle assez souvent pour tromper tout le monde. Klara la première. Pour être vraiment prise pour une enfant, Barbora ne recule devant rien. Elle se rase les sourcils, se courbe en marchant et ne dépasse pas les 1m55. Elle pleure facilement, se cache des hommes et prétend qu'elle a fui une famille d'adoption qui l'avait maltraitée. Klara dira plus tard au tribunal « Elle me rappelait mon propre fils mais en plus fragile ». C'était comme si elle venait d'un autre monde. Elle décide alors de l'adopter officieusement avant que les services sociaux ne soient prévenus. Elle ne fait aucune vérification, ne passe par aucun service social. Elle l'intègre immédiatement au foyer familial comme un geste sacré, guidé, selon elle, par une intuition divine. Annika est apparue dans ma vie comme une lumière. Elle m'a parlé d'un monde au-delà de celui-ci. Elle savait des choses que personne ne lui avait apprises. Mais très vite, la dynamique change. Barbora, sous les traits d'Annika, commence à poser ses règles. Chaque décision passe par elle, chaque punition, chaque parole, chaque interprétation d'un signe divin. Annika affirme recevoir des messages de Dieu. Elle déclare alors que les enfants de Klara, Jacob et Andrej, sont possédés. Elle dit que leurs cris offensent les anges, que les pleurs sont des poisons spirituels. Et au bout d'un moment, Klara la croit. Barbora prend le dessus sur Klara, puis sur sa sœur Katerina, elle aussi membre du mouvement du Graal. Le trio formé dans la maison devient un noyau sectaire autonome. Klara est devenue la mère prête au sacrifice. Katerina est devenue la croyante exécutante. Et Barbora, la fillette sacrée, est en réalité le chef de meute. Elle devient un véritable pilier dans leur vie et Klara ne peut plus se passer de sa présence. Ce culte délirant les pousse à croire chaque mot que prononce Annika. Elle fait croire aux 2 sœurs que le mal est logé dans les garçons et que leur souffrance pourrait purifier la maison. C'est ainsi que le cauchemar des 2 enfants commence. Le quotidien dans la maison devient ritualisé, oppressant. Les enfants sont soumis à des punitions purificatrices dictées par Annika. Ils doivent par exemple rester à genoux pendant des heures, ils sont forcés à jeûner, ils prennent des bains glacés et le silence est imposé pendant plusieurs jours.
Barbora dicte les horaires, les vêtements et les interactions entre les personnes. Clara et Caterina suivent des consignes écrites par Annika où chaque faute est associée à une sanction. Un carnet manuscrit sera d'ailleurs retrouvé par la police pendant l'enquête et il liste les désobéissances d'André et les corrections autorisées par l'esprit. Puis vient s'ajouter à tout cela l'isolement de la famille. Au fil des semaines, la maison de Kurim se transforme en sanctuaire délirant, fermé sur lui-même. Les fenêtres sont masquées, les enfants ne vont plus à l'école, le téléphone est contrôlé et aucune visite n'est autorisée. Barbora, toujours déguisée en enfant, règne par la peur. Elle surveille, elle punit, elle joue même les victimes, se disant attaquée par des démons et forçant Clara à exorciser ses fils. Selon les experts psychiatres, Clara était en état de dissociation complète, incapable de distinguer réalité et fantasmes religieux. Andrei, le plus jeune, 8 ans, est progressivement coupé du monde. Il est enfermé dans une pièce, sans lumière, parfois pendant plusieurs jours d'affilée. Les murs sont insonorisés, le sol est nu, et il n'y a ni chauffage, ni lumière. Une cage métallique artisanale est installée, selon les policiers, pour le maintenir en position assise ou allongée, souvent nu, attaché avec des sangles. Et la punition ne s'arrête pas à cet enfermement. Les journées sont rythmées par des rites humiliants, décrit en détail par les deux garçons au procès. Manger au sol, à quatre pattes, sans les mains, boire l'eau de la cuvette des toilettes, sous menace de punition s'ils résistent, uriner ou déféquer sur eux-mêmes, parfois volontairement provoqués, puis humiliés. Un jour, André est forcé de manger son propre vomi, devant sa mère et sa tante, sur ordre d'Annika. Les punitions physiques sont présentées par les adultes comme des purifications spirituelles. Brûlures à la cuillère chauffée, infligées sur les bras ou les jambes, coups de ceinture sur les doigts, les pieds, les fesses, séances de gifles rituelles où Jacob est forcé de frapper son frère pour racheter ses fautes. Certains châtiments sont même filmés volontairement. Des vidéos montrant André hurlant, enchaîné, ont été retrouvées sur l'ordinateur de Caterina. Elles étaient nommées épreuves ou purification 3. L'une des vidéos n'a été montrée qu'aux jurés, tant elle était insoutenable. Pendant certaines périodes, André est empêché de dormir plusieurs nuits d'affilée. Il est réveillé par des cris, des chants religieux ou des bruits de chaîne. S'il ferme les yeux, il est aspergé d'eau froide. La lumière reste allumée 24 heures sur 24 dans la pièce, ou à l'inverse, est totalement coupée pendant 48 heures. Il est interrogé plusieurs fois par jour sur ses fautes. « Pourquoi tu as menti à Dieu ? Pourquoi tu veux faire pleurer maman ?» Parfois, de l'eau glacée est jetée sur lui immédiatement après. On alterne chaud, froid, ombre, lumière, pour créer une confusion sensorielle. Le psychiatre, Dr Ivan Douda, parlera de techniques proches du conditionnement mental en milieu extrême, similaires par exemple à certaines formes de torture psychologique décrites dans des prisons sectaires ou paramilitaires. À son hospitalisation, André présentait 15% de perte de poids en 2 mois, des cicatrices anciennes et récentes comme des brûlures ou des abrasions cutanées, un trouble cognitif sévère, une amnésie partielle, un mutisme, une déshydratation avancée, des troubles gastro-intestinaux liés à des régimes inappropriés. Le personnel médical déclare même qu'il n'a jamais vu un cas aussi grave dans un contexte familial normal. D'après certains rapports, Clara aurait même mutilé son fils en découpant des morceaux de sa chair pour ensuite pratiquer des actes de cannibalisme. Il est essentiel de comprendre que les sévices infligés à André et Jacob ne sont pas improvisés. Ils s'inscrivent dans une logique rituelle codifiée au sein d'un système de croyances mystiques où la douleur est sanctifiée. Elle disait que si je n'obéissais pas, André allait mourir et ce serait ma faute. Ce processus crée une culpabilité imbriquée. Les enfants ne sont plus victimes passives, ils sont forcés de devenir outils de la punition. Les rapports psychiatriques indiquent qu'André souffre d'un syndrome dissociatif sévère, d'une perte d'identité, d'une trouble de la perception du temps et d'une amnésie partielle, mais que Jacob présente également un état de stress post-traumatique complexe, une culpabilité extrême et un trouble anxieux généralisé. Les deux frères développent une relation de dépendance inversée, chacun croyant être le coupable de la souffrance de l'autre. Chaque jour, les enfants tombaient un peu plus, et personne ne regardait. Jusqu'au jour où une erreur technique, un hasard domestique, va faire tout exploser. Le 13 mai 2007, les forces spéciales de Brno interviennent au domicile de Clara. À l'étage, rien, une maison banale. Mais dans une pièce arrière, condamnée par une armoire lourde, ils trouvent une porte. Derrière, l'image du babyphone devient réalité. André est là, nu, amaigri et sale, les poignets entaillés par les attaches. Les yeux cernés, en état de stress complet, il a le regard figé. Le garçon est immédiatement transporté à l'hôpital universitaire de Brno. Les médecins parlent de torture rituelle. Il souffre de dénutrition sévère, d'hématomes profonds, de lésions cutanées thermiques et chimiques et d'un mutisme traumatique total.
Lorsque la police fouille la maison, elle dit avoir été adoptée et ne pas se souvenir de ses parents. Elle a l'air brisée, traumatisée et presque crédible. Mais le personnel hospitalier, lui, émet de sérieux doutes. Elle évite les contacts, son visage semble avoir des traits adultes, son comportement est presque théâtral et elle refuse catégoriquement une prise de sang. Le test ADN est prévu, mais il n'aura jamais lieu. Le temps que l'équipe arrive, Barbora s'est volatilisée. Une infirmière du service déclare avoir vu Annika s'habiller lentement puis monter sur son lit, silencieuse, à 6h12. À 6h30, un autre membre du personnel vient l'appeler pour le petit déjeuner. La chambre est vide. Les fenêtres sont verrouillées, il n'y a pas de vêtements oubliés, pas de feuilles de sortie signées et pas de vidéo de surveillance utilisable. Le système était en maintenance selon l'hôpital. Une aide-soignante affirme avoir aperçu une jeune infirmière inconnue sortir du bâtiment avec une enfant encapuchonnée, marchant très lentement, main dans la main. Interrogée plus tard, elle dira qu'elle croyait qu'il s'agissait d'un transfert et que l'infirmière portait un badge. Mais aucune employée ne correspond à ce signalement. Le badge, s'il existait vraiment, était un faux. D'après les enquêteurs, cette fuite n'est ni improvisée ni individuelle. Barbora a été aidée par au moins un complice à l'intérieur de l'hôpital, exfiltrée avec une fausse identité médicale et orientée vers un réseau d'aide sectaire actif en Europe centrale. Barbora disparaît du système et son dossier rejoint Interpol. Mais en février 2008, à Oslo, tout s'accélère brutalement. Un adolescent, nommé Adam, est signalé par les services sociaux norvégiens. Âge déclaré, 13 ans, il parle à voix basse, il refuse de manger en présence d'adultes et il dit avoir été élevé par des religieux. Il ne donne aucune date cohérente. Et un médecin remarque une pilosité anormale. Un test hormonal est lancé, puis un test ADN. Et enfin, le résultat tombe. Adam est une femme adulte, Barbora Skorlova. Le 7 février 2008, elle est arrêtée, extradée sous escorte. Elle ne montre aucune réaction émotionnelle pendant les transferts. Interrogée, elle déclare seulement « J'ai été prise dans un rôle que je ne contrôlais plus. Je voulais m'enfuir du mal, pas en être l'instrument. » Mais elle ne s'excuse jamais et ne reconnaît aucun crime. 7 avril 2008. Derrière les portes d'un tribunal gris, le pays entier retient son souffle. Dans le box, 6 personnes. Et dans l'air, une question. Comment une famille, une communauté, un pays entier a-t-il pu se faire manipuler par une femme adulte se faisant passer pour une enfant? La salle est comble. Les journalistes, les caméras, les regards. Sur les bancs, les accusés évitent la lumière. Clara, la mère des 2 enfants martyrisés. Katerina, sa sœur, exécutante et relais spirituel. Barbora, l'inconnue devenue fillette. On parle de séquestration, de torture, de rituels et d'un délire collectif, nourri par une croyance aussi invisible que violente. Le procureur dévoile les images. Sur un écran, un enfant attaché, affamé, éteint. Parfois il pleure, parfois il ne pleure même plus. Le tribunal découvre ensuite les carnets. Chaque faute est consignée. Chaque punition est répertoriée. Madame Klara Moerova, reconnaissez-vous avoir séquestré vos enfants dans la cave? Oui, je pensais les sauver. Les sauver? Mais de quoi? De leur impureté, de la colère de Dieu. Annika me l'avait expliqué et je la croyais. Après plusieurs jours de procès, les condamnations tombent. Clara prendra 9 ans de prison. Barbora 5 ans. Et combien de temps encore Barbora aurait-elle continué à se glisser dans des familles si un simple babyphone n'avait pas révélé le cauchemar? Dans Esther, une fillette mystérieuse est adoptée par un couple américain. Elle est froide, elle est manipulatrice et elle est violente. Et le twist final révèle que Esther est en réalité une femme adulte de 33 ans, atteinte d'un trouble hormonal rare, qui lui donnait l'apparence d'une enfant. Elle infiltre des familles, séduit les pères, tue les mères, c'est du cinéma. Et pourtant, la ressemblance est troublante. Même âge réel dissimulé, même apparence frêle, même capacité à se faire passer pour une enfant vulnérable. Même stratégie. Gagner la confiance, manipuler, puis contrôler. Dans le film, la violence est frontale. Dans la réalité, elle est psychologique, souterraine, et c'est peut-être encore plus terrifiant. Dans Esther, la menace est visible. Dans la vraie vie, personne ne voulait voir. Une école, des médecins, des voisins, personne n'a remarqué que Annika avait 33 ans. Personne n'a soupçonné que ses paroles guidaient un enfer. La vraie histoire n'a pas de musique, elle n'a pas de scène de crime, pas de happy end, seulement des enfants brisés, une justice incomplète et un mystère qui rôde encore. Esther, c'est une fiction. Barbora, c'est un trou noir. Et peut-être que c'est ça, le pire. Quand l'horreur ne vient pas du surnaturel, mais bien du réel, et qu'on ne peut pas l'arrêter, parce qu'on ne veut pas le croire. Elle s'appelait Annika, puis Adam, puis Barbora. Ce n'était pas un film, ce n'était pas un mythe, c'était une histoire vraie. Et si tu veux que d'autres histoires comme celle-ci soient révélées, abonne-toi à Noctua. Ici, on donne une voix à ceux qu'on a fait taire, à ceux qui ont disparu dans l'ombre et à ceux qu'on préférerait ne jamais voir revenir.